Bonjour, je suis Caro. Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast dédié au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Au fil du yoga. Nous sommes heureuses, Maïmouna et moi, de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et nous avons aujourd'hui pensé qu'il serait bienvenu de vous parler de l'espace de pratique du yoga et de la méditation. Bienvenue, merci de me laisser la parole, Caro. Qu'est-ce qu'un espace de pratique ? C'est tout simplement un espace où l'on pratique. Eh oui, il ne faut pas chercher des choses plus compliquées. Un espace de pratique, au départ, c'est vrai que, vu comme ça, on pense tout de suite à une salle de yoga aménagée avec des tapis, des petites lumières, de l'encens, etc. Mais c'est pas forcément un usage collectif. L'espace de pratique, en tout cas là, dont on va parler en premier lieu, ça va être l'espace de pratique personnel. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le yoga est une pratique, comme vous le savez, une pratique, c'est plutôt même une discipline hautement personnelle, puisqu'elle est liée à sa propre libération du cycle des incarnations. Et de ce fait, elle se pratique aussi beaucoup seule. Pratiquer en groupe, en salle, c'est essentiel avec son professeur. Mais avoir une pratique personnelle, physique ou méditative fait partie, en fait, du cheminement du yoga. Alors, peut-être qu'au départ, c'est pas du tout le cas. C'est le cours qu'on a une fois par semaine est suffisant déjà. Où on se sent pas capable, dans le sens pas capable, dans le sens où on ne sait pas comment pratiquer seul. En cela, votre professeur vous guide vers une forme d'autonomie, mais l'espace de pratique est important à la maison. Et donc, on va commencer par expliquer ce qu'est l'espace de pratique à la maison, à savoir, première question, où le mettre ? Ah oui, ça c'est une bonne question. Et c'est une question plus ou moins facile selon la taille de notre lieu de vie. Et évidemment, quand on habite un studio, la question elle se pose pas non plus pendant 1000 ans. Hein, ça va pas être dans la salle de bain, ça va être là où c'est pas la salle de bain, à savoir dans la pièce de vie. Quand on a une maison, ça peut être dans une chambre ou une pièce dédiée. Plusieurs écoles là-dessus. L'idée est de s'y sentir bien. Je pense que là-dessus, Caro, tu es d'accord ? Oui, si vous avez la chance surtout de vivre dans un espace qui est très grand, moi, je multiplie mes lieux de pratique en fonction des saisons parce que j'aime beaucoup pratiquer à l'extérieur. Donc, à Marseille, on a la chance d'avoir, et malheureusement en ce moment, parce qu'il fait un peu trop chaud, mais j'aime bien pratiquer à l'extérieur. Et en fonction du vent ou du soleil, je peux aussi changer l'endroit de pratique. Donc, effectivement... C'était quelque chose que je voulais dire parce que Maïmouna a utilisé un terme très intéressant. Elle a dit discipline. C'est une discipline. Et moi, j'aimerais apporter un tout petit bémol et peut-être qu'un jour on en parlera sur tout un podcast. C'est que je vois que dans le terme discipline, les gens mettent beaucoup de rigidité sur le terme même de discipline et donc s'engage dans une voie qui peut être très aride. Et moi, mon message actuel, c'est plutôt foutez-vous la paix sur cet aspect-là de rigidité parce que il faut une discipline, un certain encadrement, effectivement, pour rester sur une voie. Mais si cette discipline est trop rigoureuse, trop encadrante, elle devient aussi trop rigide, trop restreinte et au lieu de vous libérer, elle va vous enfoncer dans quelque chose où vous ne vous sentirez pas libre. Eh ben, la réflexion vient également aussi pour le choix du lieu de la pratique. On fait avec ce qu'on peut. Et vous avez tout à fait le droit de un jour vous dire oui,
j'ai dédié une pièce pour pratiquer ou mon yoga ou ma discipline. Mais aujourd'hui, eh ben, je ne peux pas avoir accès à cette pièce ou cette discipline, donc cette pièce, donc je vais aller ailleurs. Et ça sera toujours très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que votre lieu de pratique peut être quand même un lieu de nomade. Je vais vous donner un exemple, on en parlait juste avant avec Maïmouna. J'ai un lieu, effectivement, une pièce, parce que j'ai la chance d'avoir un grand endroit et surtout un endroit où il n'y a plus d'enfants. Donc, j'ai une pièce où je peux dérouler mon tapis. Alors, tout est sur le côté parce que c'est une pièce qui sert aussi à d'autres choses. Mais souvent, je ne fais pas le yoga dans cette pièce-là. De même, j'ai un hôtel, on en parlera un peu plus tard. Mon hôtel est dans ma chambre, mais souvent, je me lève avant mon époux, donc je ne peux pas méditer devant mon hôtel. Ben, c'est pas grave. Mon hôtel est dans un endroit, mon cœur est dirigé vers cet endroit, donc je vais aller méditer ailleurs. C'est comme si vous emportiez votre hôtel, alors soit vous emportez quelque chose qui est physique et que vous mettez devant vous, ou bien bah, ça reste, il est inscrit dans le cœur et donc il me suit partout. Voilà, je voulais apporter déjà cette petite précision par rapport au terme de discipline et de pratique. L'idée, quand même, qui je pense est importante, parce que je vois beaucoup de choses se figer et je trouve que c'est dommage, parce que je ne pense pas que le yoga, la voie du yoga nous mène vers quelque chose qui est très restreint, même si beaucoup de yogis, surtout en Inde, sont devenus des sadhus, donc ont tout abandonné pour aller faire les ermites dans une grotte où il n'y avait strictement rien et où effectivement la vie pourrait être, selon un occidental, être très aride et très linéaire. On vit dans une vie un peu compliquée, donc ouvrez-vous l'espace. Alors, nous avons la possibilité de nous installer dans un endroit. Vous allez me dire, ok, la pièce doit être dirigée vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Alors, il y a plusieurs écoles. Vous avez l'école du Feng Shui, vous connaissez ce mouvement asiatique par rapport à l'ordonnancement d'un endroit. Moi, je vais vous parler de deux directions vers lesquelles vous pouvez pratiquer. L'est, qui est la direction du lever du soleil, donc beaucoup de pratiques de yoga, je dirais, qui sont très attachés à la tradition, vont tourner les tapis vers l'est pour notamment faire les salutations au soleil. Vous avez une deuxième possibilité, c'est d'orienter votre tapis, si vous avez cette possibilité-là, bien entendu, en fonction des directions qui sont données par les routes de la médecine, si vous êtes des personnes qui sont peut-être plus tournées vers le chamanisme, ou en tout cas des pratiques animistes, ou en tout une connexion particulière avec un élément de la nature. À ce moment-là, vous pouvez regarder sur Internet, vous trouverez différentes directions qui sont rattachées à des grands principes. Et par exemple, vous avez le nord qui sera la direction de la sagesse. Vous aurez le sud qui sera celui de l'action, de la terre. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi donner une certaine symbolique par rapport à l'emplacement géographique, on va dire, par rapport aux points cardinaux, pour occuper un espace. Mais vous pouvez aussi vous détacher de cela. J'aimerais rebondir sur la petite intervention que tu as faite sur le mot discipline. Je maintiens ce terme de discipline. Pourquoi? Parce que, alors, après moi, je me rattache à l'étymologie et je ne vois pas une connotation péjorative qui sans doute est venue ensuite après les siècles. Car, notez que discipline, disciple sont des mots qui ont la même racine. Parce que la racine de discipline, c'est un dérivé, en fait, de discipulus, discipulus étant le disciple, qui est lui-même dérivé de discere,
à savoir le verbe apprendre. Donc, la discipline, le disciple est celui qui apprend, la discipline est eh bien, tout ce qui se met en route pour celui qui apprend. Donc, je maintiens, je persiste et je signe. Le yoga est une discipline. Après, effectivement, je comprends très bien que tu soulèves cet aspect péjoratif de rigidité. On pense à la discipline militaire, on pense à la discipline à l'école, à des règles en fait qu'il faudrait suivre. Et donc une posture parfaite, une posture qui suit une règle. Mais là, j'invite nos auditeurs à avoir cette réflexion, c'est le lien en fait entre la question de la dite discipline et la question de la valeur. C'est-à-dire, est-ce que la discipline est forcément intrinsèquement liée à une règle et donc à une valeur à laquelle il faut se conformer ou pas? Et la question est importante puisque finalement, c'est là où se situe le problème. C'est pas dans le fait d'apprendre, même si peut-être l'ego d'une façon générale dit qu'il n'a rien à apprendre, alors que bon, il faut bien avoir conscience qu'on a quand même tout de même beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est sur cette question de valeur et de règle. Parce que cette valeur et de règle, une règle est quelque chose qui ne se permute pas d'une façon générale, je parle d'une façon générale, et la règle n'est pas quelque chose que l'on subit, qui est édicté par une entité, on va dire, supérieure, sachant mieux que l'apprenant l'importance de la dite valeur pour arriver aux objectifs de la dite discipline. Toute la question est là. Alors, en yoga, alors, je ne perds pas de vue notre sujet. Le sujet initial. Bien évidemment. Mais tout ce que je veux dire, c'est que le yoga est forcément tout de même un ensemble de valeurs, de règles, d'éthique également, et que on ne peut pas l'appeler disciple, mais bon, l'élève, mais bon, on parle de disciple en vrai, est censé suivre pour pouvoir arriver à cette libération. Donc, forcément, il est à l'intérieur d'une discipline, comme dans le karaté, le kung-fu ou dans autre chose. Mais ce n'est que mon opinion. Et donc, pour parler effectivement de cet espace de pratique, souvent, quand on fait les formations de yoga, on nous parle, en tant que futur professeur, de l'importance d'avoir un espace de pratique à soi. Comme symbole aussi, peut-être, de notre lien à cette vie spirituelle qu'on essaie de développer, donc symbolisé, matérialisé, j'allais dire, par un espace de pratique défini. Défini, alors non pas dans la forme, mais déjà dans l'espace, à savoir tel endroit est le dit espace de pratique, mais qui est peut-être lié aussi, je me rends bien compte en le disant, à la bhakti, à la dévotion. Et la dévotion se fait, pas exclusivement, mais elle est tournée vers quelque chose, vers un lieu, vers un hôtel, et on parlera des hôtels tout à l'heure. Donc, l'importance d'avoir un lieu de pratique défini, c'est en fait avoir un espace de pratique intérieur défini, c'est-à-dire avoir donc un rappel, un peu comme un rappel, une note qui nous rappelle que on doit et on peut et on est invité dans le cadre de notre discipline à pratiquer la dite discipline et pas de façon sporadique. Donc après, au sein d'une maison ou d'un studio, l'idée est quand même que ce soit un lieu qui est confortable voulant dire visuellement déjà confortable. Aussi un lieu où c'est pas qu'il n'y a pas trop de passages, mais un lieu calme. Parce que évidemment, si vous méditez au milieu de la cuisine, c'est un peu compliqué si vous avez vos enfants qui se jettent sur vous. Et selon évidemment votre mode de vie ou votre vie dans cette incarnation, un lieu où vous pouvez vous retrouver seul pour pratiquer. Donc après ça c'est effectivement c'est variable en fonction de l'adéquation de votre maison. Moi j'habite un très grand studio, donc un studio. Moi c'est vite vu. Donc vu que c'est pas mon canapé, vu que c'est pas mon lit et que c'est pas ma salle de bain, forcément c'est là où il y a de la place, à savoir donc dans ce qui fait office de salon. Mais un espace est dédié. Il y a un hôtel
Enfin, en fait, en vrai, il y en a plusieurs chez moi. Enfin, finalement, tout est un peu en hôtel chez moi. Voilà, où j'ai mis des choses diverses et variées. Mais il y a un espace où je peux dérouler mon tapis de yoga, mais mon tapis de yoga n'est pas tout le temps déroulé chez moi. Un espace où je déroule mon tapis de yoga, mais effectivement, malgré le manque de place, je change de sens, selon si j'ai envie de regarder dehors ou pas du tout, en fait. Et ça, c'est C'est fonction d'humeur. c'est pour ça que je disais, en fait, ça va faire l'objet d'un choix perso. Si vous souhaitez effectivement vous raccrocher à, on va dire, une tradition, quelque chose qui vous touche, qui vous parle, parce qu'il faut que ça parle, il faut pas que ça vous soit imposé. C'est un choix conscient que vous réalisez et, et qui va être orienté par la pratique que vous allez réaliser le jour dit. Effectivement, il y a des jours où c'est vraiment ça va être vraiment pas un repli sur soi, mais on va vraiment regarder ce qu'on a à l'intérieur de soi et on aura plutôt envie d'avoir soit une image méditative ou un cadre très simple, c'est-à-dire un mur sans aucune décoration qui va permettre plus facilement de rentrer en soi. Parfois, on va avoir envie de se connecter avec l'extérieur, les éléments extérieurs. Soit alors on est à l'extérieur, soit on regarde à l'extérieur par une fenêtre. Je voudrais rajouter quelque chose sur la propreté et la luminosité de la pièce dans laquelle vous pratiquez, qui est très importante. Vous vous souvenez d'un des niyamas de Patanjali qui est Saucha, la propreté. Cette propreté, pureté, elle est importante parce que plus vous aurez ce principe qui va être intégré dans l'univers dans lequel vous évoluez, plus ce sera facile de l'intégrer en vous pour vraiment être en adéquation avec ce principe éthique. Le tout étant qu'après, cette notion de propreté, en fait, de pureté, elle émane de vous. Donc, quand vous allez rencontrer quelqu'un, il va le sentir. Il y a des choses que les gens sentent quand on le voit. Donc, la lumière, elle est importante. La lumière, c'est aussi le principe sattva de l'Ayurveda, hein, donc un des gunas. Ces principes qui nous guident, en fait, on est constitué de 3 principes. Sattva, tamas et rajas. Hein, donc le principe de pureté, je vais faire très très basique. Hein, principe de pureté, rajas c'est plutôt le mouvement et tamas ça serait plutôt l'inertie. Donc on a tendance à raccrocher l'idée presque de mort à tamas, ce qui est un peu faux. En fait, sattva ça va être le mouvement, c'est la vie et sattva c'est le principe supérieur. Je grossis le trait parce que c'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Mais dans votre espace de pratique, c'est essayer d'arriver à ce côté sattva parce que le yoga vous permet d'augmenter ce guna de sattva, être une personne sattvique pure. Parce que plus vous êtes pur, plus vous arrivez à vous libérer de vos souffrances et de vos incarnations karmiques. Comme dit si bien Maïmouna. Moi, je parle de souffrance. Maïmouna vous parlera de réincarnation karmique. Donc, la lumière est importante. La lumière peut être obtenue donc par le soleil, hein, par simplement l'ouverture des volets, par la lumière électrique ou des guirlandes qui vous plaisent ou des bougies. Vous pouvez pratiquer à la bougie ou mettre une bougie. Après, il y a aussi une valeur symbolique de la flamme, hein, d'une bougie qui signale la présence, on va dire, du principe spirituel. Pour d'autres, ça sera peut-être d'un dieu. Pour des personnes qui pratiquent, je sais pas moi, par rapport à Krishna, à Shiva ou bien à Ganesh ou à Bouddha, etc. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment le choix. Donc, la lumière, la propreté, ça veut dire que quand on monte je dis bien quand on monte sur son tapis de yoga, pour moi, le tapis de yoga, c'est presque le tapis volant. Donc, il est à la fois relié à la terre et relié à l'air. Et quand je dis l'air, c'est le ciel, donc c'est l'espace.
les pieds sont propres. C'est-à-dire qu'on entre dans un espace qui est sain à tout point de vue. Et c'est à vous de créer ce côté pur de votre espace. C'est pour ça qu'en termes d'éléments de décoration, vous pouvez choisir ce qui vous plaît, qui vous parle et qui vous maintienne dans cette voie du yoga, voire de la bhakti, parce qu'on va déconnecter un tout petit peu. Pas tout le monde va vouloir s'engager sur la voie de la bhakti, mais voilà, sur quelque chose qui vous soutienne. L'espace est là pour vous soutenir aussi dans votre discipline. Parce que je vous dis, foutez-vous la paix sur la discipline, mais en même temps, je suis archi d'accord avec toi, c'est le yoga est une discipline parce que si on le fait qu'une fois par semaine, on n'est pas engagé sur la voie du yoga. En tout cas, à mon sens, on ne l'est pas. On est sur les balbutiements et essayer d'incarner les valeurs qu'on apprend au fur et à mesure avec le yoga, que l'on avait en soi ou pas, peu importe. C'est remettre chaque jour à l'ouvrage tout ça. Donc c'est une discipline, c'est vrai, il y a un caractère de rigueur. Mais quand je disais ça, je précise parce que bon, Maïmouna me connaît, donc en fait, je suis quelqu'un de très discipliné, mais parfois trop. Donc c'est pour ça, c'est pour les personnes qui sont trop disciplinées, c'est de lâcher un peu parce que en étant trop discipliné, des fois on a du mal à lâcher. On a besoin de lâcher certaines choses au niveau du mental et du corps pour pouvoir aller un peu plus loin dans la voie du yoga. C'est dans ce sens-là que je faisais cette précision sur discipline. C'est déjà une discipline de se retrouver tous les jours sur son tapis de yoga. Par exemple, alors je vais quand même préciser quelque chose. C'est que moi, par exemple, je ne pratique pas tous les jours parce que j'ai pas le temps. En fait, je ne suis pas Wonder Woman. C'est pour ça aussi que je disais par rapport à la discipline, mais je vais pas me mettre la rate au courbouillon parce que je ne peux pas monter sur mon tapis tous les jours. C'est très important aussi parce que la pratique du yoga n'est pas là pour vous rajouter un poids supplémentaire de responsabilité. En tout cas, pas celui-là. Parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, le yoga prend vraiment différentes formes. J'aimerais bien pouvoir pratiquer tous les jours, monter sur mon tapis de yoga. Franchement, je voudrais, mais par exemple, mon corps est très fatigué, donc j'ai besoin de dormir en ce moment, donc j'ai enlevé mon réveil. Hein, alors qu'avant, je me réveillais très tôt pour pouvoir effectivement pratiquer. Mais j'ai trouvé que j'étais plus en adéquation avec la voie du yoga, en fait, et en me respectant et en déconnectant le réveil en ce moment pour dormir, me reposer, pour être fraîche après, pour faire tout ce qu'il y a à faire dans une journée. Et je ne parle pas que du travail. Par contre, je médite tous les jours, mais il m'arrive de ne pas méditer dans mon endroit de méditation. Et c'est pour ça que je disais que parfois, j'embarque avec moi, en fait, mon lieu de pratique. Bien, c'est pour ça que tu pratiques finalement, pardonne-moi de te contredire, mais finalement, tu pratiques tous les jours. Parce que oui, mais faire des postures. On est complètement d'accord. Ça peut être méditer tous les jours. Moi, je considère que je pratique tous les jours parce que le yoga est présent tous les jours de ma vie. Donc, enfin, depuis que je connais le yoga, bien entendu. Donc, oui, ne serait-ce que parce que je pense au yoga ou je pense à certaines choses, ou je médite, ou je chante. Je chante beaucoup de mantras, en fait. Beaucoup de mantras. Ça fait partie du yoga, oui. On a déjà évoqué d'ailleurs la chose sur les différentes façons de faire du yoga. L'accent est énormément mis sur la pratique physique en Occident. Je crois même maintenant aussi beaucoup en Inde quand même. Mais en fait, vous avez différentes façons de pratiquer. Mais revenons à notre lieu de pratique. Là, hein, par rapport à notre sujet, c'est-à-dire que, étant donné qu'on a différentes façons de pratiquer, ça veut dire aussi qu'on peut pratiquer à différents endroits. Tout à fait.
Donc pratiquer physiquement, ça peut être dans un espace donné, mais par exemple pratiquer la méditation, si vous avez un jardin, c'est peut-être beaucoup plus agréable pour vous de méditer en regardant votre arbre. Et puis si vous en avez pas, allez dans le parc, et c'est peut-être un espace bien plus propice à la méditation, à certaines méditations. Mais l'intérêt et le point de l'espace de pratique à la maison, c'est aussi d'avoir un petit rappel, de se souvenir que, ah tiens, je suis sur cette voie-là, donc de s'aménager un endroit où on sait, qui montre que l'on prend soin d'une certaine façon de son âme. Vous voyez, donc il y a une forme symbolique à tout ça. Tu parlais de la bougie. Alors, ça n'a rien à voir avec le yoga dans les pratiques bouddhistes. Souvent dans les offrandes qu'on fait, il y a effectivement la lumière par la bougie, la lumière ou le feu si on est plutôt shivaïste, mais ça peut être l'encens pour l'odeur, pour honorer ce sens-là. Ça peut être l'eau avec, c'est des offrandes, hein, donc c'est pas spécifique dans toutes les variantes du yoga. Ça peut être l'eau, effectivement, ça peut être une plante que vous mettez. Les fleurs, ouais. Des fleurs vivantes, coupées, voilà, comme ça vous parle ou comme ça vous semble logique. Voilà, un espace qui est entretenu dans cet esprit, en fait, de refuge, voilà, un refuge pour vous-même et pour votre âme. Et ce qu'on appelle un hôtel, en fait, pour être clair, souvent vous verrez sur les hôtels, donc AU, ça va être des divinités ou des photos de maîtres. Et donc ça, c'est propre à chacun. Vraiment, c'est très propre à chacun, à son obédience personnelle, à ce qu'il aura touché dans sa vie. Pour certains, ça va être effectivement Bouddha, Jésus ou autre, et besoin d'être dans cette connexion-là aussi dans sa pratique yogique. Ça peut être aussi uniquement, si on est plutôt animiste, voilà, des pétales. Voilà, ça peut être... En fait, il n'y a rien de plus personnel qu'un hôtel. Le terme personnel est très important et très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, votre hôtel, vous n'allez jamais le montrer complètement à quelqu'un d'autre. Ne jamais le découvrir complètement à quelqu'un d'autre. Souvent, on recouvre son hôtel ou alors il est placé à un endroit très discret que les gens ne peuvent pas observer parce qu'il vous est propre. Ce n'est que le vôtre. Vous pouvez y mettre tout ce qui a de la valeur pour vous. Je ne parle pas de valeur économique. Des statuettes, des photos, des fleurs. Voilà, des choses qui vous plaisent. Ça peut être des pierres, vraiment ce que ça peut symboliser pour vous, ou bien aussi, il peut ne rien y avoir du tout. C'est rare. C'est vous qui voyez, en fait. Il n'y a pas de règle sur un hôtel. J'aimerais revenir sur l'étymologie. Donc, c'est une table sacrée servant au sacrifice rituel ou au dépôt d'offrande. Et étymologiquement, on retrouve dans le mot hôtel, il y a deux notions importantes. C'est la hauteur, dans la symbolique en fait de l'élévation, et l'idée de nourriture, mais dans le sens alimenter, sustenter. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous élève et qui vous nourrit aussi. Et qui peut être effectivement, bon, alors, sacrifice rituel, on va rien sacrifier ce soir, mais dans l'idée aussi de ce qui aura marqué des étapes de votre vie. Donc, un hôtel, c'est effectivement un espace qui vous est propre, que vous pouvez bien évidemment recouvrir, ou qui peut être extrêmement, voilà, qui peut être changeant, rien n'est figé au final, mais qui a son importance, mais qui n'est pas, voilà, il n'y a jamais rien d'obligatoire. Ça peut, votre espace de pratique, parce que c'était ça notre sujet. L'espace de pratique est vraiment un espace où vous vous retrouvez, qui est un refuge pour vous-même. Et de ce fait, effectivement, chaque détail vous appartient. Donc, ça peut être complètement nu, comme ça peut être extrêmement
habillés de mille feux. C'est pour ça que vous verrez en Inde, dans les traditions, dans certains pays d'Asie, des autels dédiés à telle ou telle divinité, qui sont extrêmement colorés, avec des guirlandes de Noël qui clignotent. Ça, c'est lié tout simplement au fait que il y a cette notion de lumière dont je vous parlais, qui était une offrande, mais également au fait que, voilà, là, pour le coup, ce n'est pas caché. Là, c'est tout est vu et ça doit attirer l'œil du disciple, du passant, dans le sens où c'est pour lui dire, ah, la source est là. Il y a aussi de ça dedans. Qu'est-ce que tu utilises comme encens chez toi, par exemple, pour donner des exemples un peu de... Ah, j'adore cette question. Alors, les encens. Alors, les encens indiens, il faut comprendre une chose. Les encens indiens traditionnels que vous trouvez dans tous bons magasins qui font cela, sur le marché. Quelle que soit la marque, quelle que soit la substance, à la base, ce sont des encens qui sont faits pour être allumés à l'extérieur. Voilà, Nakchampa, Satka, etc. Bon. Pourquoi? Et ils sont extrêmement forts, vous verrez les encens indiens, enfin vous verrez, vous savez. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est très humide en Inde, il fait extrêmement chaud, donc il faut qu'on puisse le sentir. Donc, les encens indiens ne sont pas faits à la base pour être mis à la maison avec les fenêtres fermées. Donc, c'est pas juste une recommandation cancérigène, etc. C'est juste qu'ils sont pas faits du tout pour ça. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement odorants et extrêmement forts et qu'ils dégagent une grosse fumée. Ils sont faits pour être mis à l'extérieur, pour honorer les divinités et dans une atmosphère très chaude et très humide. Mais évidemment, j'en ai, mais j'ouvre bien les fenêtres. Après, je les utilise pas, j'utilise comme offrande pour les divinités qui sont sur mon autel, en général. Mais par contre, je ne pratique jamais dans la proximité, parce que c'est bon, si on fait des pranayama et qu'on respire ça, c'est quand même un peu trop fort, même pour au niveau du nez. Moi, j'aime bien les encens japonais. Moi, j'aime beaucoup les encens japonais. On est dans une tradition très différente. C'est un art au Japon, au même titre que la cérémonie du thé, dans le sens où c'est également un art. Et l'encens japonais, par définition, alors cette question n'est pas qu'il est raffiné, mais est là pour soutenir une pratique. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément pratiquer autour, mais c'est des encens qui sont plus complexes en termes d'odeur, où la fumée est beaucoup plus délicate, beaucoup plus discrète. Et certains encens peuvent brûler extrêmement, vraiment très très longtemps. Les très gros encens peuvent durer le double du temps d'un encens indien. Donc, moi, j'aime bien les encens japonais. Dans le forest yoga, on utilise aussi beaucoup la sauge blanche. Je crois qu'on en avait déjà parlé, donc c'est la même recommandation. Quand vous brûlez, alors là, ça sera la recommandation à cause du cancer. D'ailleurs, c'est la même chose pour les bougies. Gardez une fenêtre ouverte ou aérez bien la pièce. Ne conservez pas ce qui a été brûlé, enfin l'odeur longtemps dans la pièce. C'est quand même pas très bon pour la santé. De même pour la sauge, en fait. La sauge américaine, parce qu'en fait, c'est de la sauge que vous achetez en commerce, c'est de la sauge américaine, a été utilisée par les Indiens pour purifier les espaces. Donc, c'est plus qu'une offrande, c'est d'abord une question de purification de l'espace. L'odeur nettoyant l'espace. Donc, vous pouvez utiliser de la sauge. Ça sent très fort. C'est pas forcément... il y a des gens qui n'aiment pas du tout l'odeur de la sauge. Et en plus, pour être très honnête, moi, j'en ai de différentes sortes, achetées à différents endroits. Elles n'ont pas la même odeur. Faites-le quand vous avez envie de vous dites non, là, il y a quelque chose qui me gêne dans l'atmosphère. Donc, avant votre pratique, utilisez par exemple votre sauge en la brûlant un tout petit peu, ça va dégager de la fumée, plus besoin de brûler après, et vous soufflez dans les différents endroits, enfin, vous envoyez la fumée dans les différents endroits pour que ça nettoie cet endroit-là. Vous pouvez fabriquer votre
propre bâton de sauge ou d'herbe d'ailleurs officinale. Il suffit de ramasser de la sauge officinale dans votre jardin. Vous pouvez même rajouter du thym, du millepertuis, de la lavande que vous faites sécher la tête en bas. Et vous rapprochez les brins les uns des autres avec un petit bâton quand même de bois et vous mettez de la ficelle autour, comme un saucisson en fait, dans les deux sens. Il y a un bâton de bois au milieu? Pardon, non, ça sera la branche en fait. La sauge officinale, il y a quand même une partie qui est que du bois, c'est ligné, donc d'accord, c'est ça tu la coupes au bout, voilà. Non, il y a pas. Et vous faites très attention parce que c'est quand même inflammable, que ce soit à la maison ou si vous êtes professeur de yoga et que vous avez un studio ou vous faites un atelier dans un studio loué et que vous voulez utiliser encens ou sauge ou autre herbe, on va dire, médicinale. J'utilise aussi autre chose dans ma pratique propre, c'est l'agua di Florida, qui est une eau qui vient d'Amérique du Sud, qui est faite à partir de différentes plantes, qui sont très bons, qui est aussi dans cette idée de purification. Alors, des fois, ça sera, j'en mettrai sur mes statues de divinité, sur moi-même, pour, on va dire, faire couler tout ce qui est négatif que je pourrais emmagasiner, les idées, etc., ou quelques gouttes sur le tapis, tout simplement. Mais c'est la même chose que tout à l'heure. Vous n'êtes absolument pas non plus obligé de faire ceci. Ce qu'on vous livre, c'est quelques pistes, en fait, pour créer votre lieu de pratique perso ou bien en studio. Est-ce que tu utilises d'autres choses, Maï? Moi, je mets des bougies, mais ça, c'est pour les divinités. Puis des fois, en hiver, j'aime bien mettre des bougies sur mon autel. Je trouve ça, il y a un petit côté cocon. Voilà, j'ai des bougeoirs en fleurs de sel. Après, moi, je mets beaucoup de pétales de fleurs, des trucs comme ça. J'aime bien. J'aime bien l'idée de glaner des choses, aussi de trouver, de changer. Des fois, d'arriver dans un petit magasin. Il y a aussi les pierres. Les pierres ont des vertus, donc des fois, j'aime bien mettre des pierres. J'ai pas mal de quartz rousse à la maison, que j'ai trouvé à droite à gauche. Voilà, ça, j'aime bien. Mais voilà, tout ça est très personnel. Ça peut être une théière, si ça vous parle. Une très belle théière, un symbole de ce que vous infusez et de ce qui ressort. Voilà, tout doit être dans une forme de symbolique, tout à chacun. Et j'ai une dernière question qui est relative, alors on va dire plus qu'à l'aménagement, ça va être l'aménagement auditif de la salle. Est-ce que toi, tu utilises de la musique? Tu veux dire quand je pratique? Oui. Non. Dans les méditations en Kundalini Yoga, par contre, souvent c'est musical. Souvent en cours, c'est moi qui fais la musique, avec ma voix et mes instruments, sauf que quand je pratique seul, non. De ce fait, j'utilise des enregistrements, mais c'est uniquement dans un objectif de méditatif. Mais pendant la pratique des postures, non, pas du tout. Justement, j'apprécie le silence. Et dernière question, c'est l'utilisation du mala. Pour la méditation également, je pense comme toi, quand je fais des méditations de répétition d'un mantra, pour pas me perdre. Tout à fait, oui. Moi, c'est la même chose, en fait. J'utilise, c'est ce que j'appelle chanter des mantras, en fait. Mais c'est, je crois qu'on en a déjà parlé. La méditation peut prendre différentes formes. Le chant de mantra peut être très méditatif, vraiment vous emmener loin dans la méditation. Et effectivement, le mala sert juste à compter. Il y a une valeur symbolique sur le décompte. Alors, moi, il m'arrive de chanter des mantras dans le métro. Donc, je n'ai pas mon mala à la main pour décompter. Je chante soit à voix basse. Alors, quand il y avait le masque, c'était très bien. Je mettais le masque et je chantais derrière le masque. Avec le bruit du métro, on m'entendait pas. Sinon, je chante intérieurement ou en marchant, pas trop fort quand j'ai personne à côté de moi. Et à ce moment-là, comme je n'ai pas de mala, je compte avec mes doigts.
Mais il y a différentes techniques. Vous pouvez aussi avoir par exemple, des pois chiches 108 dans un bol et vous les faites passer dans l'autre bol 108. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un mala construit en pierre, en bois, en peu importe, que vous le portiez pas. Après, c'est tout ce que vous allez apporter. En fait, c'est comme pour l'hôtel. C'est tout ce qui a de la valeur pour vous, qui vous entoure, qui fait que ça enrichit votre pratique. En fait, c'est ça. Je suis sûre que si on comparait l'hôtel de Maï et le mien, il serait pas pareil. Nos endroits de pratique physique ne sont pas pareils, les endroits de pratique de méditation non plus. C'est des pistes, mais après chacun va. Je vais utiliser le terme décorer, mais dans le sens pas du tout péjoratif, justement dans le sens d'enjoliver, de rendre beau un endroit, qu'il soit physique ou intérieur, hein, puisque vous pouvez emporter votre hôtel personnel de façon intérieure quand vous vous déplacez en voyage. Moi, ça a été le cas, je suis partie une semaine à l'étranger. J'avais pris une photo de ma divinité, j'avais mes 2 malas et j'ai une toute petite divinité qui doit faire 3 centimètres que j'avais avec moi, mais c'est tout. Et elles étaient posées sur le lit parce que j'ai vraiment pas d'autre espace pour m'asseoir, donc j'étais assise sur le lit. Mais je crois que c'est un des endroits où j'ai médité le plus longtemps. Comme quoi, voilà, il n'y a pas de... Ah, c'est sûr que quand c'est formalisé, que c'est beau et que c'est permanent, c'est super. Mais rien n'empêche, en fait, notre pratique du yoga. Pas forcément avoir... et puis si on n'a pas de place, on n'a pas d'espace, parce qu'on vit à 3 dans un studio, c'est pas grave. Juste un petit objet posé dans un coin... c'est suffisant. C'est suffisant. Donc, ce qui compte, c'est le cœur, non pas les apparences. Eh bien, nous espérons que cette émission plus légère que les thèmes précédents vous avez aimé. Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante. Inspiré, c'est quelqu'un que tu cherches, @gmail.com. Je vous souhaite une bonne fin d'écoute, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe. Quel que soit le lieu et l'heure à laquelle vous nous avez écoutés. Merci Maï.